La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est conseiller stratégie chez Pictet Asset Management. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Christopher Denbick, bienvenue sur Radio Classique. La France réclame l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en réponse à l'augmentation des droits de douane américains annoncée par Donald Trump. Cet instrument n'a jamais été utilisé, il est présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir sur notre économie ? Est-ce que vous pensez que l'Europe, en voulant pénaliser les États-Unis, risque de se tirer une balle dans le pied? Complètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe n'est pas immunisée et surtout elle est très dépendante aussi des États-Unis, y compris en termes d'investissement. Il suffit de regarder juste un sujet qui est très tendance depuis un an, c'est la défense. Une grande partie de nos matériels sont dépendants des Américains, notamment en termes de maintenance. Il suffit effectivement qu'on dégoupille cette fameuse arme nucléaire et que les Américains répliquent tout simplement sans maintenance de nos outils militaires. Donc ils ont énormément aussi de leviers derrière cela et le risque, c'est d'être dans une situation un peu perdant-perdant où finalement, à la fin, et je pense que Trump le sait, les Européens courberont les chines. Ouais. Sur le plan financier, l'Europe est très dépendante des États-Unis. Est-ce qu'on peut se permettre une décorrélation, ne serait-ce que sur les réseaux de paiement? Visa, Mastercard, American Express, ce sont tous des réseaux américains sans équivalent en Europe. Complètement. On n'a jamais réussi à construire une myriade d'infrastructures. On regarde même dans le cloud. Si vous regardez vos applications juste sur vos smartphones, ou même d'ailleurs le smartphone lui-même est souvent américain. Donc la réalité, c'est qu'on a créé une dépendance qui est telle qu'aujourd'hui, essayer de brandir cet outil, c'est de la communication, mais je pense que tout le monde a conscience qu'il n'y a aucun levier en face qui permette d'être suffisamment dur face aux Américains. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, disait la semaine dernière à nos confrères de BFM TV que les États-Unis étaient en train de semer les graines d'une prochaine crise financière. Il parlait de la dérégulation du secteur bancaire aux États-Unis, mais est-ce que plus généralement, vous avez le sentiment que la politique de Trump à l'international risque d'entraîner une crise financière ? Non, pas nécessairement. Et la réalité, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va advenir avec une crise financière. Tous les deux, je pense qu'on a suffisamment d'expérience pour savoir les éléments qu'on mettait en avant. Ça n'a jamais traduit par une crise financière. C'est toujours des points du marché qui sont hors des radars. C'est généralement le scénario qu'on n'attendait pas. Exactement, complètement inattendu. Aujourd'hui, la déréglementation aux États-Unis, elle a effectivement là. Mais là où il y a des points de fragilité, comme les banques régionales, vous avez finalement plus de réglementation sur ce levier-là. Donc c'est complètement erroné. On n'a aucun élément qui font qu'aujourd'hui la politique de Trump serait susceptible de créer une crise financière. Le forum économique de Davos débute aujourd'hui, il va durer jusqu'à vendredi. Est-ce que ce type d'événement a encore du sens pour l'économie mondiale ? Alors on est assez dubitatif puisqu'aujourd'hui, à part quelques modèles économiques, tout le monde est effectivement capitaliste, considère que la mondialisation a quand même des bienfaits au final et on a suffisamment de chiffres pour corroborer cet aspect. Peut-être l'élément qui est intéressant, c'est qu'on a eu les Américains qui viennent en force alors qu'ils avaient négligé Davos, y compris sous Biden, mais beaucoup plus bien sûr sous le premier mandat de Trump. Donc il y a une opération séduction. À mon avis, je l'analyse de cette manière, c'est que les Américains aujourd'hui font face à un petit problème de leur politique, c'est la dédollarisation. Les États cherchent à utiliser d'autres monnaies. Donc c'est aussi peut-être une opération séduction pour rappeler, les États-Unis sont incontournables et on peut faire encore du business avec vous, même si effectivement ça peut être un peu rugueux parfois. Oui. Mais est-ce que les marchés financiers en attendent quelque chose de ce forum économique mondial ? En général, c'est un non-événement et cette année encore plus quand vous êtes dans une situation où l'économie mondiale va bien, elle est proche de son potentiel, les marchés financiers se portent plutôt bien sur l'ensemble, il y a des belles performances un peu partout, y compris en Europe, donc c'est vrai que c'est pas un enjeu pour les marchés. Vous parliez de la dédollarisation, l'administration Trump s'est de nouveau confrontée à la Réserve fédérale ces derniers jours, la Banque centrale américaine. Est-ce que là encore, il n'y a pas un risque pour la stabilité monétaire, pour la force du dollar et par effet de levier sur l'économie mondiale? Alors ça peut accentuer justement cette volonté d'être un peu moins exposé au dollar. Est-ce que ce sera suffisant pour que ça se voit vraiment dans les chiffres ou que ça a un effet structurel? Probablement pas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Trump joue beaucoup de la communication, mais tous les présidents de la Fed ont été confrontés à un président américain compliqué, qu'il soit démocrate ou républicain. Vous aviez le New York Times en 1965 qui disait que Johnson, démocrate, avait même bousculé le président de la Fed dans son ranch au Texas parce que le président de la Fed voulait pas effectivement aider la politique de la Maison-Blanche. Donc c'est un peu structurel d'avoir toujours ce sujet-là. La Fed est indépendante, mais malgré tout, il y a une forte pression de la Maison-Blanche. La politique de Donald Trump a aussi entraîné une remontée des taux obligataires sur les marchés. Est-ce que ça peut aussi entraîner une hausse des taux pour nous, Européens, et donc renchérir le coût de notre dette? Oui, ça je pense que c'est assez inévitable. Il y a un sujet aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est quand même le sujet de la dette, qui est vraiment palpable. Aux États-Unis, rappelons que Trump a été élu en disant on va baisser la dette, et c'est tout le contraire qui se produit. En Europe, on n'arrive pas structurellement à baisser la dette, malgré des investissements, malgré la volonté effectivement d'augmenter la croissance, qui pourrait potentiellement à un certain stade faire baisser le niveau de la dette. Donc
indéniablement, je pense qu'il faut comprendre qu'on a de la chance encore que les taux soient pas aussi élevés qu'ils devraient l'être, parce qu'on a des banques centrales qui se permettent de jouer le coussin de sécurité. Mais dans un monde réel, en économie, on devrait emprunter à des taux beaucoup plus élevés. La France, même l'Allemagne, qui est plutôt un bon élève, et bien sûr les États-Unis. Ouais. Quel est l'ordre de grandeur ? Pour la France, typiquement, on devrait être autour de 4 à 5% sur du 10 ans, alors qu'on est plus autour des 3% en règle générale. C'est-à-dire relativement proche des taux américains. Exactement. Et donc, vous avez... ce qui se passe sur le marché ne reflète pas les réalités structurelles en termes de dette et de déficit. Vous êtes un acteur des marchés financiers qui ne se sont jamais aussi bien portés. La Bourse de Paris a récemment battu un nouveau record, malgré l'incertitude, malgré la fragmentation du monde. Est-ce que vous avez le sentiment... Et je crois vous avoir posé plusieurs fois la question, que les marchés sont décorrélés de la réalité. Complètement. Ce qui compte pour les marchés, c'est 2 éléments. Certes, il y a des entreprises, donc c'est la bonne santé des entreprises, ça c'est normal, et on est dans la saison des résultats trimestriels. Mais l'élément qui est crucial, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle la liquidité sur le marché financier. Et aujourd'hui, vous êtes à des niveaux de liquidité qui sont records. Donc en général, quand même, c'est positif pour les marchés. Mais est-ce que le rêve n'est pas en train... d'atterrir, le rêve de l'intelligence artificielle? Est-ce que les marchés ne sont pas en train de se rendre compte qu'on a peut-être placé beaucoup d'espoir, ou en tout cas beaucoup trop tôt? Il faut avoir toujours conscience dans une innovation que ça prend plus de temps que prévu. Et c'est vrai que quand vous avez quelques éléments vous disant l'IA ça va faire des gains de productivité, etc. très rapides, c'est erroné. Déjà il faut mesurer les gains de productivité. J'ai une formation d'économie, croyez-moi c'est déjà compliqué. C'est le premier point. Et surtout ça prend des dizaines et des vingtaines d'années. Donc ça remet pas en cause la révolution de l'IA, mais en fait il faut comprendre que ça va prendre un certain temps à avoir des vrais gains sur les entreprises et sur le quotidien. On va évidemment surveiller l'ouverture des marchés financiers en Europe ce matin pour voir comment est-ce qu'ils réagissent à la perspective ou au risque d'une guerre commerciale. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les marchés sont devenus plus risqués, plus incertains, avec nécessairement plus de volatilité? Plus de volatilité, ça on le constate sur tous les actifs, y compris les devises, les actions, l'obligataire, ça c'est très très net. Mais malgré tout, une tendance structurelle à l'hausse, en tout cas sur les actions. C'est ce qui est assez paradoxal, c'est que on s'habitue au risque, mais en même temps, on considère qu'on est toujours optimiste pour l'avenir, donc effectivement plutôt positif. Je vous avoue, même si ça va être volatile cette semaine, la réalité c'est que ça reste très haussier sur les actions. J'ai assez peu de doute à cet égard. Ouais, ça reste le meilleur placement à long terme. L'histoire nous l'a confirmé. Merci beaucoup, Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain, dès 6h pour la matinale de l'économie. Tout de suite, et si nous parlions français avec Karine Dijoux, ce sera suivi des coulisses de la politique. Le gouvernement décide aujourd'hui de la méthode qu'il utilisera pour passer le budget, le 49.3 ou les ordonnances. Explication à suivre de Marcelo Vesfred, Radio Classique.